Bienvenue à 7 jours dans le monde, une émission qui vous met sur table une actualité de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Et j'ai le plaisir de vous présenter l'invité de ce numéro. Lui, c'est Patrick Mouyaya, acteur politique. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Avec lui, nous allons parler de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui a décidé mardi 7 février de proroger le mandat de la MONUSCO jusqu'au 30 juin 2012. Aussi de la préparation des élections chaudes, je dirais, au Sénégal et de la Syrie qui continue d'être à la merci de Bachar al-Assad. Entamons donc avec la République démocratique du Congo avec ce résumé de Claude Biringaniné. Le 26 février, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le 10e scrutin présidentiel. Ils sont 14 candidats à briguer la magistrature suprême, dont Abdoulaye Wade, 85 ans, qui se lance pour un 3e mandat de 7 ans. Le chanteur Youssou N'Dour, soutenu par plusieurs, s'est vu écarté de la course. Dimanche 5 février, la campagne a débuté officiellement après une semaine de tension entre plusieurs milliers d'opposants et la police. Au total, 4 personnes ont été tuées. L'opposition conteste la candidature de Wade qui avait été validée par le Conseil constitutionnel le 27 janvier. Une candidature qu'elle qualifie d'anticonstitutionnelle. Côté Wade, on affirme que les réformes de la Constitution en 2001 et 2008 lui permettent de concourir. Même l'Occident a réagi demandant à Wade de céder la place à la nouvelle élite. La campagne prend fin le 24 février. L'opposition dit qu'il n'y aura pas de boycott, mais elle est déterminée à empêcher la candidature d'Abdoulaye Wade. D'abord, mission d'observation des Nations Unies au Congo, à son installation à RDC en 1999, avec un effectif estimé à plus d'une dizaine de milliers de personnes, le plus important jamais déployé par l'ONU dans le monde. Son champ d'action, l'est de la RDC, une zone à l'époque réputée des très instable, où elle a dû mener des actions conjointes avec les forces armées de la RDC. Principale mission, rétablir la paix et protéger la population de cette zone en participant dans les opérations, soit de démobilisation, désarmement, neutralisation des forces négatives, rapatriement des réfugiés, également former les unités militaires des FARDC et de la police nationale. 1er juillet 2010, après l'adoption de la résolution 1925 du Conseil de sécurité de l'ONU, la MONUC devient MONUSCO et le mandat se transforme en une mission de stabilisation en République démocratique du Congo, qui serait déployée jusqu'au 30 juillet 2011. Cela après la demande du gouvernement congolais du retrait progressif de ses troupes concentrées dans l'est de la RDC. Tout au long de ses actions, son personnel est accusé de plusieurs bavures, notamment l'exploitation sexuelle et le trafic des minéraux. À pratiquement 13 ans en République démocratique du Congo, l'ONU proroge son mandat en RDC avec de nouveaux objectifs. Une fois de plus, bienvenue Patrick Mouyaya. Merci Madame Jolie. Après ce résumé, pensez-vous que le soutien apporté par la MONUSCO est d'une importance capitale pour la stabilisation ? Bien sûr, puisque vous savez que notre pays sort de plusieurs années des conflits armés qui ont paralysé pratiquement toute la partie orientale du pays et que les efforts de reconstruction de notre armée nationale et nos services de sécurité sont en cours. Et il est donc le soutien international à travers la MONUSCO est donc d'une grande utilité, mais c'est un soutien qui ne sera pas qui ne doit pas être de manière indéfinie. C'est ce qui justifie qu'il y a quelques années, le gouvernement avait pris l'option de demander un retrait progressif des éléments de la MONUSCO. Il faut rappeler que c'est la plus grande, la plus importante mission des Nations Unies au monde, mais nous assistons à une forme de paradoxe, c'est-à-dire que malgré cette présence massive des casques bleus, mais des exactions sont commises, ils en sont parfois, disons, certains de ces éléments sont parfois à la base de certains actes de pillage que l'on dénonce ou de certains actes d'exploitation sexuelle, mais bon, c'est inhérent à toute mission de cette nature, puisque vous ne savez pas toujours prévoir ce que les individus comptent faire.
Alors, en RDC, depuis 1999, d'abord MONUC, aujourd'hui MONUSCO, est-ce que cette mission partira du Congo un jour? Bon, écoutez, d'une manière ou d'une autre, elle finira par partir. S'ils ne partent pas de leur propre fait, nous le ferons partir progressivement, Mais dans la que mesure faut-il? où nous sommes plus ou moins chaque jour en train de recouvrer notre souveraineté. Chaque jour, nous faisons des efforts pour mieux organiser nos services de sécurité. Je parle de l'armée et de la police. Et donc, le rôle militaire de la MONUSCO sur terrain pourra progressivement être remplacé par nous-mêmes, mais ils seront bien obligés de partir puisque c'est une mission qui coûte extrêmement cher, mais les résultats sont très peu appréciés à l'interne. Si vous faites une forme d'enquête dans la partie est du pays, les gens ne sentent pas vraiment les bénéfices d'avoir autant de troupes, même si le travail est appréciable, mais les défis sont énormes. Et justement, pour revenir à ma question, que faut-il pour que finalement cette mission parte de la République démocratique du Congo? Bon, écoutez, ce qu'il faut, c'est d'abord que nous puissions nous réorganiser, et ce sont des efforts qui sont en cours. Vous savez que notre armée a été décimée, a connu plusieurs situations, notamment du fait de la guerre. Et donc, c'est des efforts qui sont en cours. Personne ne peut dire, bon, écoutez, si la MONUSCO partait aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas en mesure de le remplacer aujourd'hui, mais nous ferons face aux nouveaux impératifs qui s'imposeront à ce moment-là. Je pense que les secrétaires généraux des Nations Unies et tous les experts qui travaillent sur les sujets, s'ils estiment qu'ils peuvent proroger au 30 juin 2012, qu'ils estiment qu'ils peuvent plus ou moins parachever la mission, mais ils ne pourront jamais achever toute la mission par rapport aux tâches qui restent, que nous devons récupérer. Il faut relever aussi que le rôle de la MONUSCO n'intervient pas seulement dans la sécurisation, mais c'est aussi dans l'organisation du processus électoral. Vous savez que les pays est immense, vous savez que la MONUSCO, c'est la 3e flotte aérienne en Afrique. On ne le dit pas assez, mais c'est un apport impressionnant dans le travail de l'organisation des élections. Et cette année, nous avons encore des échéances des provinciales à organiser qui nécessitera certainement un appui logistique de la MONUSCO. On va quitter la République démocratique du Congo pour le continent, et sur le continent, c'est Grace Michel qui nous y conduit. Le 26 février, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le 10e scrutin présidentiel. Ils sont 14 candidats à briguer la magistrature suprême, dont Abdoulaye Wade, 85 ans, qui se lance pour un 3e mandat de 7 ans. Le chanteur Youssou N'Dour, soutenu par plusieurs, s'est vu écarté de la course. Dimanche 5 février, la campagne a débuté officiellement après une semaine de tension entre plusieurs milliers d'opposants et la police. Au total, 4 personnes ont été tuées. L'opposition conteste la candidature de Wade qui avait été validée par le Conseil constitutionnel le 27 janvier. Une candidature qu'elle qualifie d'anticonstitutionnelle. Côté Wade, on affirme que les réformes de la Constitution en 2001 et 2008 lui permettent de concourir. Même l'Occident a réagi, demandant à Wade de céder la place à la nouvelle élite. La campagne prend fin le 24 février. L'opposition dit qu'il n'y aura pas de boycott, mais elle est déterminée à empêcher la candidature d'Abdoulaye Wade. Patrick Mouyaya, le président Wade a déclaré dernièrement que la France et les États-Unis d'Amérique n'avaient pas de leçons à donner, des leçons démocratiques à donner aux Sénégalais. Est-ce qu'il s'agit là de l'intérêt des siens? N'est-ce pas là, je dirais, une politique d'isolement déclarée par ce président après s'il serait élu? Mais c'est une contradiction de la part du président sénégalais dans la mesure où il fut les premiers à aller à Benghazi. Vous vous souvenez quand les affrontements ont commencé à Libye, dire à Kadhafi qu'il était temps de partir. Et c'était du fait aussi de l'usure du pouvoir. Je pense que de l'usure du pouvoir, il en souffre, mais pas seulement l'usure du pouvoir, mais l'usure physique. À 85 ans, quoi qu'on fasse, on perd certaines aptitudes du fait de l'âge. Et donc, si la France, les États-Unis interviennent, il faut toujours savoir que la France, les États-Unis, c'est des acteurs
dans nos politiques intérieures. On peut bien s'en plaindre, mais vous remarquerez qu'ils ont, dans leur dynamique impérialiste, ils ont plus de moyens, ils ont tout ce qu'ils ont comme pouvoir. Ils contrôlent plus ou moins le monde. Vous ne pouvez pas empêcher aux maîtres du monde de donner leur avis, et surtout en ce qui concerne le Sénégal, qui est quand même le symbole de la démocratie en Afrique. Vous vous souvenez, après les départs, Wade est arrivé au pouvoir, après avoir battu Abdou Diouf, qui était président en fonction après 20 ans, après avoir succédé à Senghor, et ça donne un exemple de stabilité, un exemple de modèle démocratique. Il est donc logique que le Français ou que les Américains s'expriment. Et ce n'est pas puisqu'ils s'expriment en défaveur de Wade que Wade doit être le premier à les attaquer, puisqu'il a toujours évolué des connivences avec eux. Nous avons vu notamment la question sur la Libye. Mais la question de fond, c'est pourquoi se représente-t-il? Mais bon, il y a un débat des constitutionnalistes qui pensent, et c'est l'argument de Wade, que la Constitution qui a été révisée en 2007 donnait la possibilité au président d'être élu 2 fois. Il oublie donc le mandat qu'il a brillé, je crois, de 2001 à 2008, pour considérer que la deuxième fourchette. D'autres pensent le contraire. C'est ça le débat. Mais bon, puisque la Cour a déjà statué malheureusement en faveur des candidats comme Youssou N'Dour, et donc Wade a plus ou moins la voie ouverte, bon gré mal gré. Donc vous estimez qu'après le rejet de la candidature de Youssou N'Dour et quelques autres candidats, Wade a quand même une chance de remporter ces élections? Bon, écoutez, c'est un scrutin à un tour, et donc il a 14 challengeurs en face, le vote sera émietté dès l'instant où l'opposition ne s'est pas mis d'accord autour d'un challengeur qui affronte l'un, puisque vous savez que les voix seront dispersées. Nous ne sommes pas dans un scrutin législatif proportionnel à liste où les voix obtenues par chaque candidat pourront influer sur les résultats finaux, mais les voix obtenues par chaque individu seraient égrenées par rapport au président Wade, qui est quand même le président en fonction, qui est là depuis plusieurs années, et donc il dispose d'un avantage non négligeable sur les autres concurrents. Mais il aurait été intéressant que Youssou N'Dour, que la candidature de Youssou N'Dour soit avalisée. Les raisons pour lesquelles la Cour l'a débouté ne sont pas apparues très fortes. Ils ont contesté la signature de près de 2000. Bon, écoutez, ce sont des manœuvres. Nous allons passer à notre troisième phase. C'est dans le monde. Nous parlerons de la Syrie avec les attentats meurtriers qui se poursuivent, et c'est parti avec Gloria Mbouya. Nous revenons, Patrick Mouyaya, pour parler de la Syrie. Il y a quand même quelque chose qui tique. Quand on voit la situation en Syrie, il est montré que, d'une part, la Syrie est à feu et à sang, mais d'autre part, on remarque quand même que Bachar al-Assad vaque calmement à ses occupations. Est-ce qu'il y aurait une mascarade ou bien une face cachée de toutes ces choses? Je ne pense pas que Bachar el-Assad vaque calmement à ses occupations. C'est ce qu'on voit sur... Bon, écoutez, vous savez qu'il y a une véritable bataille médiatique, et les médias, malheureusement, servent aussi des canaux de manipulation. Je ne suis pas dans la position de Bachar el-Assad, mais quelle réponse vous êtes, autorité politique, vous réservez à ceux qui utilisent les armes pour vous contester? C'est un peu ce que nous avons vu à Libye. Quand il y a une insurrection militaire, malheureusement, le langage qu'on doit utiliser, c'est celui des armes. Mais dans quelle proportion? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a véritablement un problème. Il faut une ouverture démocratique pour mettre fin à cette forme de dynastie des al-Assad. La méthode utilisée par Bachar el-Assad pour réprimer l'opposition, elle n'est pas bonne, puisqu'elle appelle, elle fait des victimes quotidiennement. Mais la méthode utilisée de l'autre côté, c'est aussi une méthode qu'il faut dénoncer, mais il faut réussir à concilier les deux parties. La mission des observateurs de la Ligue arabe est sur le terrain, ils ont échoué. On espère qu'ils pourront trouver une issue, puisque une issue militaire du type libyen n'est pas envisagée à la Syrie, avec les attitudes de pays comme la Chine et la Russie qui ont déjà montré qu'ils imposeraient leur veto le moment venu si
les Occidentaux pensaient qu'il fallait initier une campagne militaire. Déjà, mercredi, Bachar al-Assad promettait, je dirais, à la Russie d'arrêter avec ce bain de sang. Et déjà, le lendemain, il y avait... Bon, écoutez, c'est ça environ là. une cinquantaine de